Bonjour tout le monde. C'est difficile de venir vous parler de droit après la présentation que je viens de voir. Je ne suis pas sûre que je vais soulever les foules de la même façon. Donc, Monsieur Lapierre, merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous d'être là. C'est la fin de la journée. Je vais essayer d'être dynamique, vulgarisatrice, simple. Mon objectif aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur l'époque chaotique qu'on est en train de vivre, que vous êtes en train de vivre à titre de travailleur, de chef d'entreprise. On est bombardé de menaces, de mesures, de contre-mesures, et on ne sait plus trop où on s'en va avec ça. Donc, mon objectif, c'est d'essayer d'enlever de la prévisibilité. De vous donner de la prévisibilité, d'enlever de l'incertitude. On vit dans une période d'incertitude, d'insécurité, et donc, je vais essayer de démêler tout ça avec vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui a des fortes chances d'arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, et qu'est-ce qui n'a pas de chances d'arriver dans les prochaines années, parce qu'on nous dit constamment, on nous menace constamment de conséquences énormes qui pourraient avoir des impacts fondamentaux. Et donc, je veux voir ça avec vous. Donc, le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est de démêler tout ça, mais mon but bien personnel à moi, c'est de vous rassurer. Parce que, vous allez le voir, on est beaucoup mieux protégé qu'on le croit, mais pour ça, il faut connaître nos droits et notre marge de manœuvre, nos obligations, notre responsabilité. Là. Et une fois qu'on connaît tout ça, c'est facile de naviguer. C'est plus facile, en tout cas, de naviguer, de prendre des décisions qui sont sensées, puis de se préparer à l'essentiel. Là. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on nous bombarde tellement de menaces qu'on n'arrive plus à se préparer à l'essentiel. Et vous, à titre de travailleurs, de représentants syndicaux, de syndicats, vous avez un rôle fondamental à jouer. Je participe aux négociations commerciales multilatérales à l'Organisation mondiale du commerce depuis 2013. J'ai tout fait pour essayer d'être l'allié de certains représentants syndicaux, d'aller représenter les syndicats, les ONG, les organisations. Et la réponse qu'on me donne à chaque fois, c'est « ça ne nous intéresse plus, le commerce international, il n'y a plus rien à gagner ». Bien, c'est faux. C'est faux qu'il n'y a rien à gagner. Il y a encore des choses à faire. Et dans les dernières années, avant que Trump arrive au pouvoir une deuxième fois, on était vraiment dedans. On était vraiment dans comment est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a libéralisé les échanges, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce commerce-là soit plus équitable, plus durable, plus respectueux des droits humains, des droits des travailleurs. Et c'est vraiment l'objectif de ma chaire de recherche en droit du commerce durable, responsable et inclusif, d'essayer de voir comment, maintenant que la mondialisation est là, maintenant que la libéralisation des échanges est là, comment est-ce qu'on peut prendre cet état de fait et l'utiliser comme outil pour défendre nos droits, les droits des travailleurs, les droits des êtres humains qui sont à la base de la chaîne de production, qui sont des fournisseurs de services, etc. Commençons par le début. On est en guerre commerciale. On essaye de nous faire croire qu'on ne l'est pas. L'ambassadeur des États-Unis au Canada nous a dit que s'il avait su qu'on était en guerre commerciale, il n'y aurait pas eu de discussion avec M. Trump comme il y en a eu dans les derniers mois. Mais on est dans une guerre commerciale. Il faut utiliser les mots. Et dans une guerre commerciale, il faut pouvoir se préparer, il faut pouvoir comprendre. M. Trump et son administration multiplient les menaces, les tarifs douaniers, vous le savez plus que moi, et ça affecte énormément nos droits. Pourquoi est-ce que j'appelle ça une guerre commerciale? Parce qu'il ne s'agit pas de mesures commerciales légales. En droit international, il y a des règles qui sont d'abord et avant tout tirées du droit de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi de nos accords de libre-échange. Et les mesures adoptées par l'administration Trump en ce moment sont tout sauf légales. C'est là que je vais faire mon prof de droit et que je vais vous expliquer en 3 minutes et demie les règles du commerce international. Parce que souvent, on nous dit « c'est pas légal, c'est pas légal, c'est pas légal », mais on ne sait pas pourquoi. Et vous allez voir, c'est hyper simple, le droit du commerce international. Souvent, on a l'impression que c'est compliqué. C'est important que vous connaissiez les règles, le droit, les principes fondamentaux. Pourquoi?
parce qu'on vit encore, malgré ce que M. Trump essaye de nous faire croire, dans un État de droit et dans un système qui est basé sur les règles. Le Canada, c'est une puissance économique et politique moyenne. On n'a pas l'avantage de la force. On a un seul avantage, c'est d'avoir participé à élaborer un système fondé sur les règles et maintenant maintenir ce système fondé sur les règles. Donc, à titre de puissance moyenne, on n'a pas le choix, on doit défendre absolument ce système-là. Et je pense qu'il y a une des choses qu'on doit se dire et qu'on ne dit pas assez, du moins je ne l'entends jamais dans les médias. À part les États-Unis, la plupart des pays du monde continuent à jouer selon les règles. Certes, la Chine viole plusieurs règles en droit du commerce international. Il y a des recours pour ça, il y a des négociations pour ça. On n'a peut-être pas été assez vigilants dans les dernières années et probablement que l'administration Trump a raison quand elle nous dit « la Chine n'est pas un bon joueur ». Mais mentionnons-le, l'ensemble des pays membres de l'OMC, on parle de 166 États membres, mis à part les États-Unis et la Chine sur certains points, jouent encore, selon la plupart du temps, les règles de l'OMC. Donc ça, c'est assez rassurant de se dire que le système, pour l'instant, tient la route. Donc, quels sont ces fameux principes du droit du commerce international que je vous dis que M. Trump et son administration violent en ce moment? C'est pas compliqué. Je dis toujours à mes étudiants, le droit du commerce international est fondé sur 5 règles. 5 règles faciles. Certes, il y a plein de mini-règles qui peuvent s'appliquer à des secteurs en particulier ou à des cas en particulier. On dit toujours qu'en droit, le diable est dans les détails, mais une fois que vous connaissez ces 5 règles-là, c'est vraiment facile. La première règle, c'est qu'on n'a pas le droit d'interdire les importations ou les exportations. On n'a pas le droit de les limiter, on n'a pas le droit de les interdire, sauf exception, évidemment. Par exemple, on pourrait décider d'interdire l'exportation ou l'importation de certains produits pour des causes de sécurité nationale, de protection de l'environnement, de protection de la moralité publique. Mais la première règle, c'est qu'on n'a pas le droit d'interdire, on n'a pas le droit de limiter les échanges internationaux. Deuxième règle, on a des droits de douane, ils sont permis. On a le droit de mettre des droits de douane. Chaque pays décide les droits de douane qu'il souhaite imposer. Donc, chaque pays a une liste tarifaire qui fait des centaines de pages pour chacun des produits et détermine les droits de douane qu'il veut imposer. Une fois qu'il les a déterminés suite à une négociation, il les met dans des listes tarifaires qui font partie d'un traité international qu'on appelle le GATT. Une fois qu'on a établi que les planches à voile rentrent au Canada avec un pourcentage de 2 %, on peut mettre 1 %, mais on ne peut jamais aller au-delà de 2 %. C'est la règle. Deuxième règle, droits de douane permis. Une fois qu'on les a décidés, on ne peut jamais les augmenter. Jamais. Sauf si on négocie avec les pays. Troisième règle, lorsqu'on donne un avantage à un pays, on doit le donner à tous les autres membres de l'OMC. Donc, on ne peut pas faire des deals avec des pays, à moins que ça respecte des conditions très précises. Et là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais croyez-moi, les deals que M. Trump fait en ce moment, ce sont des deals qui sont illégaux à tous les égards, au regard du droit international public, au regard du droit contractuel et au regard du droit du commerce international. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. Quatrième règle, on n'a jamais le droit d'adopter une loi, un règlement ou une taxe qui a pour effet de favoriser nos produits nationaux, nos produits locaux. Vous voyez que jusqu'à maintenant, M. Trump et son administration enfreignent les 4 premières règles. 5e règle, et là, il ne l'enfreint pas du tout, c'est la règle de la transparence. Quand on adopte une loi, on doit l'annoncer. Alors là, il n'y a jamais personne qui a obligé aucun chef d'État à l'annoncer sur Twitter ou sur X ou sur... Lui, il le fait, et pour ça, franchement, on peut le remercier, c'est très transparent. Pour se justifier de toutes ces violations-là, M. Trump invoque des exceptions. En droit, on est habitué. On a des règles, on a des exceptions. Je viens de vous parler des 5 règles, il en viole aisément 4. Exception, il dit « sécurité nationale ». Au nom de la sécurité nationale, il impose, par exemple, des surtaxes douanières sur notre acier et notre aluminium. Sécurité nationale, il mêle le concept avec celui de sécurité économique. Il nous dit que sa sécurité nationale est en jeu parce que ses usines ferment, parce qu'il a dormi au gaz.
où il nous dit qu'il n'y a pas le choix d'invoquer la sécurité nationale parce qu'il y a un problème de balance des paiements. Les Américains achètent trop. Vous voyez à quel point ça ne tient pas la route. Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, c'est-à-dire le juge international de l'Organisation mondiale du commerce, a dit il y a quelques années à l'administration Trump, vous n'avez pas le droit d'invoquer la sécurité nationale pour justifier vos tarifs sur l'acier et l'aluminium qu'il avait adopté dans son premier mandat. La sécurité nationale, c'est lorsque notre sécurité nationale est en jeu. Votre sécurité nationale n'est pas en jeu. Il invoque la balance commerciale aussi. Donc, il y a trop d'argent qui sort par rapport à ce qui rentre. On achète trop, on importe trop par rapport à ce qu'on exporte. Je ne suis pas économiste, mais c'est facile de regarder les chiffres. C'est pas vrai. Puis là, il faut regarder par rapport à chaque pays, évidemment. Par rapport au Canada, il n'y a pas de problème de balance commerciale si on exclut l'énergie et si on inclut les services. Vous remarquerez que M. Trump ne nous parle jamais de commerce des services. Il nous parle toujours de commerce des marchandises, parce qu'au niveau du commerce des marchandises, il est légèrement déficitaire. Mais au niveau du commerce des services, il est amplement gagnant. Et ça, il faut le garder en tête parce qu'on va voir pourquoi tantôt, il ne laissera jamais tomber l'OMC puis les accords de libre-échange. Il gagne beaucoup trop. Il nous dit aussi qu'il n'y a pas le choix d'adopter ces mesures-là parce que les règles du jeu sont inéquitables. Des règles que les États-Unis ont imposées à la face du monde il y a bien des années. Et savez-vous, avec le nombre de travailleurs dans des pays en développement ou dans des pays les moins avancés qui souffrent de la libéralisation des échanges, si cette exception-là pouvait être invoquée, ça fait longtemps que ces pays-là l'auraient invoquée. Bon, à part ça, il nous dit que crise de fentanyl, crise des migrants, alouette, mais la Cour aux États-Unis, à 2 reprises, première instance et cour d'appel, lui a bien dit, lorsqu'on adopte une mesure, une surtaxe douanière, c'est pour répondre à un danger. Or, la surtaxe douanière n'a aucun lien avec la crise du fentanyl et avec la crise des migrants. Bref, l'administration Trump est dans de beaux draps. On attend la décision de la Cour suprême probablement en décembre ou en janvier, et peut-être que c'est là notre salut. Parce que quand on regarde les instances internationales, est-ce que le juge de l'Organisation mondiale du commerce ou le juge de notre accord de libre-échange, parce que dans notre accord de libre-échange États-Unis, Canada, Mexique, qu'on appelle la CEUM, il y a aussi un mécanisme de règlement des différends. Est-ce qu'un de ces juges-là pourrait nous aider? Le Canada a fait le pari de déposer des plaintes. En mars et avril dernier, le Canada a déposé 3 plaintes à l'Organisation mondiale du commerce, une sur les autos, une sur l'aluminium et l'acier et une sur les biens non couverts par notre accord de libre-échange ainsi que l'énergie. Le Canada a aussi déposé 3 plaintes devant le juge de notre accord de libre-échange, la CEUM, en mars et avril. Toutefois, on n'a pas encore demandé à ce qu'un juge, à ce qu'un groupe de juges, c'est des panels arbitraux, à ce que ces panels-là soient constitués parce que le Canada considère que ce ne serait pas judicieux. Ce n'est pas stratégique pour l'instant d'aller en guerre judiciaire avec les États-Unis, compte tenu du fait que c'est encore ouvert. Et là, je vous passe le fait que c'est probablement aussi problématique de s'attendre à une décision de l'Organisation mondiale du commerce dans la mesure où le juge de l'OMC est un peu paralysé depuis 2019, mais surtout, on ne peut pas nécessairement compter sur la justice internationale dans un cas comme celui-ci. On est mieux de compter sur la Cour suprême qui devrait rendre une décision en décembre ou en janvier et dire à M. Trump si effectivement il a le droit d'adopter des surtaxes douanières pour réagir à un paquet de situations qui n'ont pas nécessairement de lien avec les surtaxes douanières adoptées. Si on avait des décisions favorables devant le juge international, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut être dédommagé? C'est une question importante. Vous le savez, on subit des dommages importants au Canada. Eh bien non. Le système commercial multilatéral est fait de manière à ce qu'on ne puisse pas être dédommagé. Si un juge rend une décision disant que l'administration Trump n'avait pas le droit, au regard des règles du commerce international, d'adopter des surtaxes douanières, la seule chose que l'administration Trump doit faire, c'est faire cesser l'illégalité. Donc, arrêter ces surtaxes douanières et on n'aura jamais de dédommagement.
Il se peut aussi que l'administration Trump décide de ne pas respecter la décision. Et vous le savez, en droit international, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a personne qui va aller les arrêter. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est demander la permission nous-mêmes d'appliquer des surtaxes douanières qui seraient, à ce moment-là, légales en droit international. On le fait déjà. Elles ne sont pas légales, les surtaxes douanières qu'on a adoptées en contre-mesure, mais on a bien fait quand même de le faire. J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que ce tour d'horizon nous dit? Je viens de vous faire un bref tour d'horizon juridique. Bien, ça signifie que pour nos entreprises, il ne faut pas tout attendre du droit. Certes, le droit encadre, il protège à long terme, mais il n'empêche pas la turbulence à court terme. Et surtout face à une administration comme celle qui est au pouvoir aux États-Unis. Maintenant, on entend beaucoup de choses, des choses qui sont épeurantes. C'est la fin du système fondé sur les règles, c'est la fin de l'Organisation mondiale du commerce. Notre accord de libre-échange pourrait ne plus exister après le mois de juillet prochain si on ne renégocie pas avec M. Trump. Ça pourrait être la fin de la gestion de l'offre. L'acier, l'aluminium, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va donner notre eau, nos minéraux critiques, notre énergie à bas prix aux États-Unis? Je veux donc maintenant, une fois que vous êtes devenus des pros du droit du commerce international, regarder avec vous ce qu'il y a des chances d'arriver et ce qu'il n'y a pas de chances d'arriver. Commençons par ce qu'il y a très peu de chances d'arriver, voire qu'il n'y a pas de chances d'arriver compte tenu du contexte actuel. Pour moi, c'est à peu près pas possible la disparition de notre accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Il faut le rappeler, c'est la plus grande zone de libre-échange au monde. Nos industries, nos secteurs sont intimement interreliés, intégrés. C'est à peu près plus possible aujourd'hui de penser qu'on peut s'en tirer sans l'apport des travailleurs des deux côtés de la frontière. Notre accord de libre-échange ne vient pas à échéance au mois de juillet prochain. Malgré ce que les journalistes nous disent, malgré ce que M. Trump nous dit, notre accord de libre-échange est entré en vigueur en juillet 2020 pour une durée de 16 ans. C'est vraiment exceptionnel qu'on ait mis une date de fin à un accord de libre-échange. Il n'y a jamais de date de fin à un accord de libre-échange. C'est M. Trump, lors de son premier mandat, qui voulait absolument une date de fin. Le Canada et le Mexique ont tenu tête à M. Trump et lui ont dit « il n'y aura pas de date de fin ». Et finalement, le deal qui a été trouvé, 16 ans. Toutefois, avant l'échéance de la 6e année, les 3 pays doivent renouveler l'accord pour un autre 16 ans. Donc, l'idée, c'est de ne jamais se rendre à moins de 10 ans de notre accord de libre-échange. Donc, d'ici juillet, ce que les 3 pays doivent faire, c'est décider s'ils le renouvellent pour un autre 16 ans. Donc, on a des chances que l'accord de libre-échange soit renouvelé pour un autre 16 ans. S'il n'est pas renouvelé pour un autre 16 ans, il nous reste encore 10 ans à l'accord de libre-échange. Et à chaque année, évidemment, on demandera au président des États-Unis de le renouveler pour un autre 16 ans. Donc, on est loin de la fin de notre accord de libre-échange pour l'instant avec les États-Unis. Évidemment que M. Trump, dans une petite crise de nerfs, pourrait décider de se retirer de l'ASEAN. C'est le droit de chaque État de se retirer d'un accord, d'un traité international, en l'occurrence ici notre accord de libre-échange. Toutefois, il y a une façon de faire. Il doit notifier son retrait et une fois qu'il a notifié son retrait, le retrait n'est effectif qu'à l'issue de 6 mois. Donc, entre vous et moi, pendant 6 mois, ça va ruer dans les brancards. Les gens vont s'énerver, vont plaider, vont le convaincre. Il va y avoir énormément d'agitation aux États-Unis, mais évidemment de la part des Mexicains et des Canadiens aussi. Et moi, je suis convaincue que même s'il menaçait ou qu'il mettait sa menace à exécution pour se retirer de l'ASEAN, on assisterait à un taco. Vous connaissez l'expression. Trump's always chicken out. Alors,
il n'y a pas de problème. Notre accord de libre-échange va tenir. Oui, il y a peut-être une renégociation qui s'en vient pour juillet prochain, mais ça, on en parlera tantôt dans la section « Ce qui peut arriver » et « Ce qui arrivera ». Là, on est dans la section « Ce qui n'arrivera pas ». Donc, ce qui n'arrivera pas, c'est qu'il ne va pas se retirer de l'ASEUM et l'ASEUM ne prendra pas fin. Il ne va pas non plus se retirer de l'Organisation mondiale du commerce, cette grande organisation avec 166 membres qui chapeaute 98 % du commerce mondial, qui s'occupe autant du commerce des marchandises, commerce des services, propriété intellectuelle, facilitation des échanges, dumping, subventions, nommez-le, l'Organisation mondiale du commerce s'occupe de tout. Il ne va pas se retirer de cette organisation-là parce que ça impliquerait que les États-Unis renégocient avec tous les pays du monde des nouveaux droits de douane pour que leurs biens soient exportés. Ça exigerait aussi que l'administration Trump renégocie des accords pour s'assurer que leurs droits de propriété intellectuelle soient respectés partout dans le monde. Ça exigerait aussi un accès pour les services américains à travers le monde. Et on se rappelle, c'est là-dedans qu'ils sont forts, les Américains. Donc, à mon avis, c'est complètement illusoire de penser qu'il pourrait mettre à exécution la menace qu'il a déjà fait de se retirer de l'OMC. Il a besoin de l'OMC pour la facilitation aux douanes, la facilitation des échanges, pour continuer à ce que ces normes soient reconnues par d'autres. C'est aussi hautement improbable. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se retire de l'OMC et qu'on veut y revenir ensuite, il faut demander la permission à tous les autres États membres. Ça veut dire que la Russie, la Chine, Cuba auraient la mainmise sur le retour des États-Unis. Donc ici, je suis convaincue qu'on n'assisterait même pas à un TACO. Ce qui ne va pas arriver, troisièmement, c'est l'effondrement du cadre légal international. Certes, l'État de droit, la règle de droit, le système fondé sur des règles est mis à mal en ce moment. On assiste vraiment à un remodelage normatif. Il y a des accords qui sont conclus par l'administration Trump un peu partout dans le monde, des accords qui sont conclus sous la contrainte, des accords qui vont à l'encontre des règles du libre-échange, des accords qui violent tous les principes du libre-échange, mais ça reste extrêmement limité aux États-Unis. Les autres pays continuent à jouer selon la règle de droit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas arrivé à la fin d'un cycle. Ça fait longtemps que les juristes, comme moi, on l'annonce. Le cycle est terminé. On le voit. On est arrivé à la fin d'un cycle. On est arrivé au bout d'un modèle. Et donc, probablement que les plaques tectoniques vont bouger. Elles bougent déjà, mais on anticipe vraiment des changements. C'est trop tôt pour identifier les changements. Qu'est-ce qui va se passer? On le verra. Il n'en demeure pas moins que c'est là que vous allez avoir un rôle fondamental à jouer. Est-ce qu'on va réparer les erreurs du passé? Les erreurs du passé, notamment en matière de dislocation entre la question du droit du commerce international et des normes des travailleurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a très longtemps, suite à la Deuxième Guerre mondiale, les pays ont négocié le système international qu'on connaît. L'ONU, la Banque mondiale, le FMI, toutes les autres organisations internationales. Les États ont aussi négocié une organisation internationale du commerce. Et suite à quelques années de négociations, ils ont adopté la Charte de la Havane, qui fondait l'Organisation internationale du commerce et qui contenait un chapitre complet sur les normes des travailleurs. Et donc, ce système-là, qui n'a jamais vu le jour parce que le Congrès américain, parce qu'en fait, le président américain a décidé de ne pas passer cette loi au Congrès pour diverses raisons, mais cette organisation internationale, si elle avait vu le jour en 1948-49 comme c'était prévu, on n'aurait pas le système qu'on a aujourd'hui. Le système qu'on a hérité de ces années-là, c'est un système hérité d'une erreur historique, le GATT. Le GATT qui a remplacé pendant quelques années, qui devait être un système temporaire pendant quelques années, jusqu'à temps que cette fameuse Organisation internationale du commerce naisse. Donc, le GATT était une erreur historique. On n'aurait jamais dû vivre aussi longtemps avec le GATT, de 1947 jusqu'à 1995, et ensuite avoir l'Organisation mondiale du commerce, qui est une organisation qui fait ce qu'il peut pour l'instant, mais qui a hérité malheureusement d'une erreur du passé, où on a mis de côté
les normes du travail d'un côté et le commerce, la libéralisation de l'autre. Donc, on va voir, le système va tomber. Bon, le système ne va pas tomber, le système va se transformer. Mais le système, si on veut qu'il se transforme avec une idée de commerce plus durable, de commerce plus responsable, bien, c'est à chacun des acteurs de s'en préoccuper et de s'en occuper. On vient de voir ce qui n'arrivera pas. Maintenant, voyons ce qui va arriver. Puis voyons les solutions pour faire face à ce qui va arriver. Premièrement, il va arriver quelque chose, et ça, j'en suis convaincue, c'est la poursuite d'une politique tarifaire chaotique. Ce qu'on vit depuis 1 an quasiment, ça va continuer. Peu importe. Peu importe qu'on arrive à un deal avec les États-Unis, peu importe que l'administration Trump retire ses tarifs miraculeusement, on va vivre dans l'incertitude et dans l'imprévisibilité. La preuve, c'est que l'Union européenne a conclu un deal cet été avec les États-Unis, un deal honteux, où l'Union européenne a vraiment plié les chines. L'Union européenne a décidé d'accepter des tarifs douaniers. En échange de quoi? Ils promettent d'investir aux États-Unis. Autrement dit, ils ont tout abandonné, les Américains ont tout gagné. L'Union européenne, qui est une puissance qui aurait pu tenir tête aux États-Unis, elle ne l'a pas fait. L'Union européenne conclut donc un accord cet été avec les États-Unis. Quelques semaines plus tard, l'Union européenne décide d'infliger une amende colossale à Google pour des pratiques anticoncurrentielles. Qu'est-ce que M. Trump a fait? Il a menacé l'Union européenne de tarifs douaniers, alors même qu'il venait de conclure un deal avec l'Union européenne. C'est donc ce qui me fait dire que ce n'est pas parce qu'on conclut un deal avec les États-Unis qu'on va être tiré d'affaire. Ça, il faut s'en rappeler. Le jour où on va accepter un deal avec les États-Unis, si on en accepte un, puis je vais vous démontrer tantôt qu'on n'a aucune obligation d'accepter un deal, le jour où on va conclure un deal avec les États-Unis, il faut se rappeler qu'on n'est pas sorti de l'auberge. La politique tarifaire chaotique va persister. Est-ce que les droits de douane vont augmenter? Est-ce que des nouveaux secteurs vont être couverts par des surtaxes douanières? Ça se peut. On est habitué. C'est la théorie du fou. C'est-à-dire qu'on inonde de menaces, on inonde de mesures, on les multiplie, un peu comme si on jouait à la roulette russe. Vous vous rappelez, après la publicité de Doug Ford aux États-Unis, M. Trump avait menacé d'imposer des tarifs douaniers supplémentaires. Ça ne s'est jamais fait. Mais la menace suffit pour créer l'instabilité et l'imprévisibilité. Et c'est pour ça que notre gouvernement fédéral agit comme il agit depuis quelques mois. Il veut éviter de réveiller la bête. Il veut rester dans les bonnes grâces de l'administration Trump parce que peu importe le droit, peu importe les deals, il va continuellement y avoir des menaces. Est-ce qu'on va assister éventuellement à la fin de ces tarifs douaniers? On entend beaucoup parler dans les médias que c'est pour toujours, que c'est fini le monde d'avant, qu'il faut s'habituer à avoir des tarifs douaniers pour faire entrer nos produits aux États-Unis. Je ne fais pas partie des pessimistes. Je ne pense pas que ça va être là pour toujours. Je peux me tromper, mais plusieurs arguments militent en défaveur d'un maintien de ces droits de douane-là ad vitam aeternam. Les États-Unis n'ont pas toujours été des mauvais joueurs au regard du droit international. À un moment donné, on va avoir une administration qui va vouloir respecter le droit. Mais surtout, les droits de douane, on le dit beaucoup, et on a tardé à voir leur effet, ils sont destructeurs de l'économie américaine. Ça a pris du temps avant qu'on voit un effet sur l'économie américaine pour différentes raisons, notamment parce qu'il y avait des contrats, et donc c'est les exportateurs qui ont assumé les coûts, notamment parce que les entreprises américaines ont rempli leurs usines de produits et ont donc pu les écouler jusqu'à temps que ça soit vide et donc pas subir les droits de douane rapidement. Mais ça, c'est fini. C'est fini, les usines se vident, les contrats viennent à échéance, et notamment des contrats sur des produits névralgiques dont les Américains ont besoin et dont ils dépendent. L'aluminium. Les Américains ne font pas d'aluminium primaire. Ils n'en feront jamais. Ils n'ont pas l'énergie pour en faire. Ils veulent alimenter leur grand centre de données pour l'intelligence artificielle. Ils utilisent toute l'énergie dont ils ont besoin. Ils ne sont absolument pas compétitifs avec notre énergie
Et dans tous les cas, ils ont besoin de notre aluminium pour l'instant. Ils ont besoin de notre aluminium pour, oui, faire des canettes de bière, mais ils ont aussi besoin de notre aluminium pour des produits qui sont névralgiques dans l'armement militaire, dans le matériel militaire. Et pour pouvoir utiliser de l'aluminium pour ces produits-là, il faut que ce soit des produits homologués. Et l'homologation, ça ne se donne pas en criant ciseaux. L'homologation, ça peut prendre des années à l'avoir. Donc, les contrats qui sont en train d'être négociés là, cet automne dans le domaine de l'aluminium, ils vont inclure les surtaxes douanières. C'est fini pour les Canadiens d'absorber les coûts de ces surtaxes douanières. Donc, ça va se faire sentir de plus en plus aux États-Unis, les surtaxes douanières. C'est évident quand on met 10, 20, 30, 45 % sur des produits, et là, je ne vous parle même pas des produits qui traversent 4 fois la frontière, c'est sûr que ça a un effet important. D'ailleurs, vous avez vu, Trump a décidé la semaine dernière de retirer les surtaxes douanières sur certains produits alimentaires parce que le panier d'épicerie était rendu trop cher. Donc ça va arriver. La politique commerciale chaotique des États-Unis, elle est là, elle ne va pas s'arrêter. On risque d'avoir encore plus de tarifs douaniers, on risque de voir s'élargir ça à d'autres produits. L'administration Trump a lancé plein d'enquêtes 232 sur la sécurité nationale. Ils se préparent. Même s'ils perdent à la Cour suprême, ils vont trouver un autre moyen juridique d'imposer des surtaxes douanières. Bref, ça va perdurer. Comment on se prépare à ça? Bien, on mise sur la diversification. On en entend beaucoup parler depuis quelques mois de la diversification au niveau international, au niveau national, donc interprovincial, mais on doit aussi miser sur la diversification au niveau national. Pourquoi je dis qu'il faut miser sur la diversification au niveau international? Parce qu'on est largement dépendant d'un seul partenaire, et ça, c'est jamais bon. On n'a pas le choix non plus de faire du commerce international. On n'a pas le choix. Le Canada n'a pas le choix. On est 0,5 % de la population mondiale. Or, on compte pour 2,5 % des exportations mondiales de marchandises. Si on veut que ça continue à rouler, on doit se diversifier. Nos échanges bilatéraux dans le monde en biens et en services représentent 62 % de notre PIB. On est une nation tournée vers l'extérieur, vers le commerce international. Et ça fait longtemps qu'on a compris ça. Le Canada est un des mieux positionnés au monde en matière d'accords de libre-échange. On a 16 accords de libre-échange et parmi ceux-ci, on fait partie des plus grands accords de libre-échange au monde. On a l'ASEAN avec les États-Unis et le Mexique, plus grande zone de libre-échange au monde. On a un accord avec l'Europe, la ECG, donc 500 millions de consommateurs assez riches. Et on a notre PTPGP, Partenariat transpacifique global et progressiste, avec les pays d'Océanie, d'Asie et d'Amérique du Sud. À part de ça, on en a plein, là. On en a avec plein d'autres pays. On a énormément de traités bilatéraux d'investissement, plus d'une trentaine. Donc, ça fait longtemps qu'on se diversifie. Ça fait longtemps que notre gouvernement a compris qu'il fallait se diversifier. Mais nos entreprises ne se diversifient pas. Nos entreprises restent attachées au commerce avec les États-Unis et on peut le comprendre. C'est tout à fait compréhensible. C'est facile. C'est un État assez unitaire. La langue est facile. Les valeurs, c'est à peu près les mêmes. C'est à côté. Notre cadre réglementaire a été adossé à celui des États-Unis pour bien des choses. Donc, nécessairement, c'est beaucoup plus facile de faire affaire avec les États-Unis qu'avec des pays européens qui ont multiplié les règles et qui font en sorte que ça devient assez compliqué de prévoir puis de s'ajuster. Donc, c'est normal qu'on ait fait ça. Est-ce que, pour autant, on doit conclure davantage d'accords de libre-échange? Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on conclut un accord de libre-échange, on laisse aller un peu de nos préférences. À chaque accord de libre-échange qu'on conclut, on laisse aller de la gestion de l'offre. À chaque accord qu'on conclut, on reconnaît que les normes des autres sont équivalentes aux nôtres. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Mark Carney était aux Émirats arabes unis hier.
c'est probablement une bonne décision politique, économique, c'est pragmatique, on a besoin d'un allié dans la région du Golfe, mais en a-t-on vraiment besoin? Nos entreprises ont la possibilité pour l'instant de faire des affaires avec 51 pays, 52 bientôt quand l'accord qu'on vient de conclure avec l'Indonésie va entrer en vigueur. On n'utilise pas toutes ces chances-là. On ne fait pas affaire avec ces 50 quelques pays. On reste adossé aux États-Unis. Pourtant, les accords sont là. Donc, ce qu'il faut, est-ce que c'est vraiment de conclure davantage d'accords de libre-échange ou c'est pas plutôt d'investir auprès de nos entreprises pour les aider à développer des nouveaux marchés, pour les former, pour les accompagner, pour leur ouvrir des possibilités? Et il ne faut pas l'oublier, hein? Ce n'est pas parce qu'on veut aller sur un autre marché que le marché est là. Si on veut, demain matin, aller fournir la France plutôt que les États-Unis, bien, il faut tasser un joueur. La France est déjà approvisionnée dans tout ce dont elle a besoin. Bref, ce n'est pas évident de se diversifier au niveau international à l'heure actuelle, surtout qu'on n'est pas les seuls à vivre un choc avec les États-Unis. Tout le monde se rend compte qu'il faut diversifier, mais s'il y a une chose qui nous caractérise, c'est que nous sommes probablement les plus vulnérables par rapport aux États-Unis en ce moment. Donc, il faut se diversifier au niveau international, mais il faut aussi se diversifier au niveau national. Et ça, on l'entend. Hein? On l'entend-tu qu'on est un peu niaiseux, qu'on exporte énormément aux États-Unis, puis qu'on n'exporte pas au Canada? On s'est tourné vers les États-Unis alors qu'on a un beau grand pays au sein duquel on aurait pu exporter et faire des affaires. Mais c'est une idée reçue, c'est pas vrai. On fait beaucoup plus de commerce au niveau canadien qu'avec les États-Unis. Un de mes collègues, Stéphane Paquin, qui est spécialiste en économie politique, professeur à l'ENAP, a publié un billet de blog sur le blog du Corim il y a quelques mois, où il donne les chiffres. Certes, 74 de nos exportations partent, des exportations québécoises, partent aux États-Unis. Mais c'est parce que ce chiffre-là, il est vrai, mais ce chiffre-là, il ne peut pas être mis en parallèle avec les exportations qu'on fait avec les autres provinces, parce que ce ne sont pas des exportations. En fait, les chiffres d'exportation ne prennent pas en compte du commerce intérieur. Les chiffres d'exportation ne prennent en compte que les marchandises et les services qui traversent la frontière. Or, on n'a pas de frontière entre les provinces. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que, oui, 74 % des exportations du Québec sont destinées aux États-Unis, mais qu'il y a encore plus d'exportations interprovinciales. 87 milliards de dollars en 2023 sont partis avec les États-Unis, 89 milliards avec le restant des provinces canadiennes. Et il va plus loin que ça, il fait la comparaison. Montréal est situé à 600 km de New York, 550 km de Toronto. L'Ontario compte 16 millions d'habitants, New York 20 millions. Donc, a priori, on devrait exporter énormément dans l'État de New York parce qu'il y a plus de monde, c'est proche. Mais non, c'est fou. Quand on regarde, on a exporté dans l'État de New York 6 fois moins qu'en Ontario. On a exporté pour 53 milliards en Ontario en une année, 8,6 milliards dans l'État de New York. Les 3 principales destinations des exportations québécoises sont canadiennes. Ontario, Alberta, Colombie-Britannique. Notre 5e, c'est l'État de New York. Je viens de vous donner les chiffres, c'est vraiment moindre. Puis ensuite, c'est le Connecticut. Donc, oui, il faut faire des efforts pour se diversifier au niveau interne. Il faut faire des efforts pour faire plus de commerce avec le restant du Canada, parce que c'est vrai qu'il y a des limites, mais il faut arrêter de nous dire qu'on a tout misé sur les États-Unis. C'est pas vrai. Nos principales exportations ou mouvements de marchandises et de services, ça se fait entre les provinces canadiennes.
Mais c'est vrai qu'il faut abaisser encore plus les frontières si on veut devenir plus autonome, si on veut que l'argent reste au pays. On a vu hier à Yellowknife que les premiers ministres des provinces, le fédéral, les territoires ont conclu enfin une entente pour simplifier vraiment les procédures, pour harmoniser finalement les règles. Donc, pour plein de produits, les vêtements, les jouets, les véhicules, les technologies de la santé, les produits industriels, il va y avoir une reconnaissance. Ça veut dire que si un produit est approuvé dans une des provinces ou territoires canadiens, s'il peut être vendu au Québec, il peut être vendu partout à travers le Canada sans qu'on repasse par des certifications, des homologations, des autorisations, etc. Évidemment, on a exclu les denrées alimentaires, l'alcool, puis certains produits spécifiques comme le tabac, les plantes ou les animaux, parce que ça peut poser des problèmes au niveau réglementaire. Donc, il faut se diversifier au niveau international. On a vu, on est déjà diversifié. Il faut faire des efforts pour prendre la chance que ces accords-là nous offrent. Il faut se diversifier au niveau canadien, mais on l'a vu, on est déjà très diversifié. On mise déjà beaucoup sur le commerce interprovincial. Est-ce qu'on peut faire plus? Oui, on peut faire plus. Nos premiers ministres s'en sont occupés hier. Et on espère que ça va nous aider encore plus, puis que ça va être bon pour le Canada, son industrie et les travailleurs. Il faut aussi miser sur l'achat local. Je vous ai dit qu'une des règles du commerce international, c'est qu'on n'a pas le droit de privilégier nos produits locaux. Mais il en demeure pas moins qu'à l'intérieur des règles du commerce international, il y a possibilité de miser davantage sur notre économie locale, et je parle des marchés publics. Tout ce qui est approvisionnement gouvernemental, des organismes publics, des prisons, des écoles, des garderies, du milieu de la santé, tout ce qui est grand projet d'infrastructure ou petit projet d'infrastructure, tout ça, ça fait 15 ans que je le répète au gouvernement, c'est un de mes gros projets de recherche. On ne fait pas bien. On est un des pires joueurs au monde. Les autres joueurs l'ont compris depuis longtemps. Oui, il y a des règles du commerce international. Non, les règles du commerce international ne nous permettent pas de tout faire, mais elles nous permettent de faire beaucoup plus que ce qu'on fait. À chaque fois qu'on achète, on devrait privilégier les produits locaux, provinciaux, canadiens, avant d'aller ailleurs. Les autres le font, on doit le faire. Et quand ce n'est pas permis par les règles du commerce international de privilégier l'achat local, bien, usons de stratégie et d'ingénierie juridique. Utilisons ce que tous les autres font, des critères de développement durable. C'est documenté par la littérature scientifique. Plus on va mettre des critères de développement durable dans nos appels d'offres, dans nos contrats, plus on va privilégier les entreprises locales. Et ça veut dire ajouter dans chaque appel d'offres des normes, des critères sur les droits et principes fondamentaux du travail. Au Canada, on a de bonnes normes du travail. Pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas dans chaque appel d'offres? Au Canada, on a des bonnes normes environnementales. On devrait le mettre dans chaque appel d'offres. Ça éviterait de faire rentrer de l'aluminium qui vient des Émirats arabes unis ou de la Chine, alors qu'on a l'aluminium le plus vert au monde, fait sans travail forcé et sans enfreindre les normes du travail. On avance à ce niveau-là. Le Québec a changé sa loi en 2022. C'est moi qui ai écrit les amendements à la loi, mais on avance lentement. La mise en œuvre ne se fait pas assez rapidement. Vous avez probablement un rôle à jouer sur ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On a vu, premièrement, politique, tarifaire, chaotique. On a vu que pour y faire face, il faut se diversifier. Il y a plusieurs façons de le faire. Rapidement, deuxième chose qui va arriver, on va devoir s'asseoir à table pour une éventuelle renégociation de notre accord de libre-échange. Et encore là, soyez présents. Le gouvernement mène des consultations en ce moment. Il faut absolument qu'on arrive avec des arguments offensifs et pas seulement avec des arguments défensifs. Mais
Est-ce que dans le cadre de cet accord de libre-échange, on va être obligé de tout céder aux États-Unis? Non. On a l'obligation, on n'a aucune obligation. On n'a aucune obligation de céder quoi que ce soit. Et c'est vrai, là. Vous allez me dire, dans toute négociation, on n'a jamais d'obligation. Mais là, on n'a vraiment aucune obligation parce qu'il n'y a pas de renégociation de notre accord de libre-échange. Ce qui est prévu dans notre accord de libre-échange et ce dont les journalistes nous parlent, c'est que d'ici juillet 2026, les 3 pays doivent s'asseoir à table et réviser, faire un examen conjoint du fonctionnement de l'accord. On ne parle pas de renégocier, on ne parle même pas de réviser l'accord. On parle d'un examen conjoint du fonctionnement de l'accord. Trouvez-vous que l'accord fonctionne bien? Y a-t-il des bugs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider davantage, pour que ce soit plus fluide? On a mis tel article, mais finalement, aux douanes, ça ne marche pas. C'est ça qu'on doit faire. Et même si un des 3 pays fait une offre, moi, je voudrais qu'on modifie l'accord en tel sens, ça prend un consensus des 3 chefs d'État. Ça prend un consensus. Alors, on a juste à dire non. L'accord ne changera pas. Puis on l'a vu, l'accord dure pour encore 10 ans minimum. Puis on l'a vu, les États-Unis ne se retireront pas de l'accord. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit s'asseoir. Parce que juridiquement, on n'a pas d'obligation, mais politiquement, on est un peu coincé. Politiquement, on est une souris face à l'éléphant américain. Politiquement, on fait face à quelqu'un qui est incohérent, qui gouverne son pays à coup de crise, à coup de frustration. On ne veut pas réveiller la bête, hein, je l'ai dit. On s'assoit à la table. On gagne du temps. M. Trump s'est retiré des négociations là, il y a un mois quand Doug Ford a fait ses annonces à la télé américaine. Good! C'était parfait, ça! Parce qu'on ne veut pas négocier, nous. On n'est pas en demande de négociation. On a le meilleur accord qu'on pouvait obtenir. D'ailleurs, 90% à peu près de nos produits passent sous le radar des surtaxes douanières, alors que les autres pays se tapent des surtaxes douanières. On a le meilleur accord qu'on peut avoir dans les circonstances. Donc, on ne veut pas renégocier. On ne veut pas réouvrir l'entente. Laissons passer le temps, gagnons du temps. Et si on se fait offrir des choses qui sont inacceptables, disons non. Si on pense qu'on peut gagner quelque chose, bien allons-y. Aluminium, acier, bois, on oublie ça. Ça ne sera pas réglé dans le cadre de l'ACEUM. Ça ne sera pas réglé d'ici juillet prochain. Le bois d'œuvre, c'est un problème qui dure depuis des décennies. On pourra en reparler si vous voulez. L'acier et l'aluminium, c'est dans la ligne de mire de M. Trump. Il ne veut rien comprendre. Évidemment, on ne peut pas non plus comparer l'acier et l'aluminium, c'est 2 cas bien différents, mais il n'en demeure pas moins que si ça se règle, ça risque de se régler dans le cadre d'accords sectoriels. On suit ça. On nous avait annoncé il y a quelques semaines qu'on était à ça d'obtenir un accord sur l'acier et l'aluminium. Si vous avez des renseignements que je n'ai pas, j'aimerais bien les avoir, mais je doute fort qu'on était à ça d'obtenir un deal. Les gens ici impliqués dans le secteur ne le savaient même pas. Et d'ailleurs, on a vu dans les journaux que ça avait fuité pour mettre de la pression. Mais donc, on n'est pas prêt d'avoir un deal. En conclusion, bien, le droit, ça reste un filet. Le droit du commerce international, ça reste un filet de sécurité, mais ce n'est pas une armure invincible. La vraie réponse pour une entreprise, bien, c'est d'anticiper. Puis pour anticiper, il faut connaître ses droits, il faut connaître les possibilités. Il faut se diversifier et il faut collaborer avec les gouvernements, puis collaborer avec vos syndicats, puis collaborer avec les associations pour qu'on arrive vraiment très robuste à la table des négociations. La stratégie pour le gouvernement, je vous l'ai dit, pour moi, c'est faciliter la diversification interprovinciale, internationale, sectorielle, locale et surtout planifier bien en amont le tout et donner de l'accompagnement aux travailleurs, aux entreprises. Il faut absolument axer le tout sur nos marchés publics parce que c'est vraiment une mine de possibilités. On doit absolument, dans toutes nos discussions, parler au gouvernement, locaux, provinciaux, fédéraux, les municipalités.
On doit absolument favoriser l'achat local et l'achat durable et responsable au Canada. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années? Des menaces, de l'instabilité, des pressions. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? La fin du système basé sur les règles puis du cadre international. Évidemment, ça va évoluer. On va assister à un remodelage, ça c'est certain, mais les règles vont tenir le coup. Alors vous devez vous préparer au système dont vous avez envie, le système que vous aviez envie d'avoir, parce que le système qu'on a, il est bien imparfait. On s'y est fait, on s'est dit que c'était le moins pire des systèmes, mais ce système-là, il est grandement perfectible. Merci. Pas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, on est serré dans le temps. Je peux peut-être prendre 2-3 interventions en rafale. Puis après ça, Mme Dufault pourra peut-être y répondre. Microphone numéro 1. Bonjour, Alexandre Fréchette, délégué section locale 94-90. Je suis aussi permanent du secteur de la forêt et de l'aluminium. Vous avez parlé brièvement de la forêt, sans faire un grand état des lieux, là, peut-être un petit peu juste votre opinion là-dessus, parce qu'on est malheureusement laissé tomber par le gouvernement provincial de façon incroyable. C'est vraiment un choc, à part de toutes les autres choses, mais là-dessus, clairement, notre monde dans le bois, c'est pas bon de travailler dans la forêt ces temps-ci. J'aimerais juste que vous me fassiez un petit point là-dessus, s'il vous plaît. Merci, Alexandre. Microphone numéro 2. Bonjour, Pierre Pédalu, section locale 68-39. Je travaille dans l'acier, dans les éléments de fixation. Vous aviez parlé tantôt de l'achat local. Vous avez parlé de ça avec les gouvernements. J'aimerais savoir c'est quoi qui a été la réponse des gouvernements par rapport à ça, parce que présentement, si on regarde même au Québec, Hydro-Québec, on achète encore notre acier en Chine puis des boulons en Chine. Nous autres, on fabrique des boulons, fait qu'on aimerait bien ça qu'ils prennent chez nous. Puis l'autre question que j'avais aussi, c'est concernant l'Organisation mondiale du commerce. Vous dites qu'il n'y a pas de police là-dedans, mais peuvent-ils mettre les États-Unis en dehors de l'Organisation mondiale du commerce, comme on ferait des fois chez nous quand quelqu'un qui ne respecte pas les règles? Fait que c'est des questions que j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci, Pete. Je vous laisse aller. D'accord. Rapidement, bien, le bois. Le bois d'œuvre, c'est un problème qu'on a parce que les États-Unis ne reconnaissent pas notre façon de faire. On donne des droits de coupe sur des terres de la couronne et ils considèrent que c'est des subventions et donc qu'on est complètement déloyal par rapport aux règles du commerce international. Pour ça, ils se pensent justifiés à appliquer des mesures anti-dumping et des mesures compensatoires. Ça ne se réglera pas d'ici tôt, à moins qu'il y ait un miracle qui arrive, parce que on en discute depuis des décennies. On a des juges, tant à l'OMC que à l'ALENA, qui ont rendu des décisions, qui ont donné raison au Canada. Les Américains ne veulent pas comprendre. Ils considèrent encore que notre bois est un bois subventionné qui fait l'objet de dumping. Après, ça, c'est la réponse juridique, mais la réponse dont vous avez envie que je vous parle, mais moi, je ne suis pas spécialiste de ça, c'est l'aide gouvernementale. C'est que face à une attitude des Américains qui est complètement illégale, bien, il faut que le gouvernement réagisse et moi, je peux vous le dire, le gouvernement a la possibilité de le faire. Ça s'appelle une contre-mesure. Quand un autre pays ne respecte pas une décision de justice, on est tout à fait autorisé à appliquer des surtaxes douanières. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que nous, on va appliquer des surtaxes douanières à certains produits qui vont rentrer des États-Unis. Puis on l'a vu, les surtaxes douanières, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne que c'est nos produits qui vont coûter plus cher. Alors, est-ce que la solution, c'est pas plutôt d'aider directement le milieu?
lequel cas, bien, on va s'exposer encore plus à une réponse agressive des États-Unis qui pourrait nous taxer de subventionner réellement le secteur. Donc, je pense que le gouvernement marche sur des œufs, et moi, je sais pas quoi vous dire. Je sais que c'est désespérant, mais je suis désolée. C'est un secteur qui aurait besoin d'une entente internationale et qui, pour l'instant, n'en a pas. Donc, il faut peut-être se diversifier, trouver des nouveaux lieux d'exportation. Puis, je suis bien consciente que, franchement, le bois, c'est lourd puis que c'est pas évident d'exporter ça partout dans le monde. Puis qu'encore là, bien, il faut trouver des marchés d'exportation. La deuxième question concernait, oui, l'achat local. Les boulons, pardon? Il y avait une question de boulons, là, ils produisaient Oui, des boulons. l'acier, c'est Oui, ça, l'achat exact. local. Qu'est-ce qui est la réponse des gouvernements quand je leur parle de l'achat local dans les marchés publics? Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire parce que ça fait depuis 2014 que je me bats avec les gouvernements pour leur dire que c'est possible et qu'ils me répondent non, c'est la règle du plus bas soumissionnaire, blablabla. Puis nous, ben on veut pas acheter des produits qui sont plus chers, on n'a pas le choix. Donc, si l'acier qu'on fait venir de l'autre bout du monde est moins cher, on n'a pas le choix de l'acheter. Et je leur dis constamment que non, c'est pas vrai, que d'une part, on peut acheter en bas d'un certain montant si on respecte certains principes, on peut acheter des produits locaux, mais que si on peut pas, ben il faut aller vers les clauses de développement durable. Et là, j'en ai rapidement parlé, mais la loi sur les contrats des organismes publics a changé en 2022. Et donc, dans chaque appel d'offres, maintenant, on peut exiger, on pouvait avant, mais maintenant c'est écrit, on peut exiger des critères de développement durable. On pourrait dire qu'on veut de l'acier fait à tant de pourcentage d'énergie renouvelable. Clairement, on vient d'encourager l'acier qui est fait avec de l'hydroélectricité. Et ça, bien, je ne peux pas vous dire ce qu'on devrait faire en tant que tel. Là, je suis en train de mener un projet de recherche avec certaines associations industrielles pour qu'on essaye de voir quel genre de clause on pourrait souffler à l'oreille du gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse utiliser le droit à des fins de valorisation de nos produits. Et enfin, l'OMC, est-ce qu'on pourrait sacrer dehors les États-Unis de l'OMC? Non. On peut suspendre un pays qui n'est pas gentil, qui fait son pas fin, mais de toute façon, on ne veut pas ça. Les organisations internationales, le droit international est basé sur la discussion, la négociation. Et croyez-moi, les Américains continuent à être de très bons joueurs dans les comités techniques à l'OMC en ce moment. Je parle très régulièrement à des gens qui travaillent à l'OMC. Et évidemment, plus on monte au niveau politique, moins les Américains sont des bons joueurs à l'OMC. Mais la plupart du temps, ils fonctionnent encore assez bien dans les comités techniques. Nous, tout ce qu'on a en tête, c'est les surtaxes douanières, mais c'est tellement peu par rapport à tout ce que l'OMC fait en ce moment qu'on veut que les Américains soient là. De toute façon, un système, une organisation internationale basée sur le commerce international qui exclurait le plus grand joueur mondial, ça ne fonctionnerait pas. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, la Charte de la Havane en 1948 n'a pas fonctionné, parce que les Américains ne sont pas devenus partis à ce traité-là. De la même façon que la Société des Nations, l'ancêtre des Nations unies, n'a pas fonctionné parce que les Américains n'étaient pas là. Ça prend les Américains. Il faut s'entendre. Pour l'instant, il faut retenir notre souffle puis se dire que c'est un mauvais temps qui passe puis que ça va s'arrêter un jour, que les Américains ont longtemps été des bons joueurs, qui violaient parfois le droit, comme le Canada viole parfois le droit. On en a donné des milliards, hein, Bombardier? C'était contre le droit. On en a fait plein des choses. Donc, tous les pays, parfois, à gauche, à droite, se donnent des libertés, mais ça ne serait pas une bonne idée d'exclure les États-Unis pour l'instant. Et je finis sur ça. Les Américains viennent de procéder à une évaluation complète de l'ensemble de leur participation et des financements des organisations internationales, et ils ont décidé que l'OMC, l'Organisation internationale du travail et l'OCDE, c'est des organisations au sein desquelles il fallait continuer à mettre des efforts puis de l'argent. Donc, on peut se réjouir. L'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale du commerce et l'OCDE, Coopération, Développement économique. Donc, a priori, on est en business de ce côté-là. Bien, merci beaucoup, Mme Dufour. C'était très, très instructif. Ça fait un plaisir et un honneur. Allez, Mme Dufour. Merci. Merci beaucoup. Un petit résumé de notre
Merci.